Bonjour à tous pour cette journée consacrée à l'adénomiose et qui est organisée sous l'égide de la Société française de gynécopathologie. Alors ce matin, 3 thèmes seront abordés. D'une part, les aspects éthiopathogéniques, d'autre part, l'anatomie pathologique et enfin, l'imagerie diagnostique. Alors on va commencer par la première présentatrice qui est Madame Élodie Chantalin, excusez-moi, qui est chef de service du service de chirurgie au CHU Toulouse, qui travaille également à l'INSERM Toulouse, qui a travaillé beaucoup sur les récepteurs aux œstrogènes dans les différentes formes d'endométriose. Je suppose qu'elle va vous en parler. La parole est à vous, Madame Chantalin. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler d'éthiopathogénie dans l'adénomiose. Et donc effectivement, vous le verrez, on va discuter de cette pathologie adénomiosique et vous verrez qu'il y a bien sûr beaucoup de parallèles et le pendant avec la pathologie endométriosique. C'est bon ? Donc effectivement, vous le voyez d'emblée, si on veut parler d'adénomiose, on est obligé de parler d'endométriose. En fait, on va même jusqu'à dire que l'adénomiose, ce serait une forme d'endométriose qu'on appellerait interne. En effet, dans finalement ces deux entités, l'adénomiose ainsi que l'endométriose est définie par finalement un emplacement ectopique de l'endomètre. On voit qu'on peut discuter de différentes entités anatomocliniques avec donc cette endométriose qu'on appelle interne, l'adénomiose. On peut avoir aussi des localisations ectopiques d'endomètre au niveau anaxial, et là on parlera alors d'endométrium. On peut en avoir également au niveau tubaire. Puis on parle aussi de lésions superficielles et enfin de lésions profondes. Et ces lésions profondes d'endomètre ectopique, elles sont définies par une invasion de plus de 5 mm du péritoine et de l'organe adjacent. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs entités d'endomètre ectopique avec plusieurs formes, ici au niveau du tube digestif, ici entre finalement le péritoine qui recouvre la vessie et l'utérus, et on verra ici que c'est une forme d'adénomiose dite externe. On a cette lésion bleutée en arrière de l'utérus. Vous voyez sur ce petit schéma des lésions d'adénomiose et enfin ici une lésion d'endométrium. Donc on voit très bien sur cette image d'IRM en coupe sagittale finalement la progression de cette endométriose interne et cet endomètre qui se retrouve de façon ectopique mais pas en dehors de l'utérus. Il reste dans l'utérus, dans le myomètre, et vous voyez qu'il se retrouve à distance de l'endomètre eutopique, mais il reste dans l'utérus. Donc des localisations anatomiques multiples d'endomètre ectopique, et donc d'emblée on peut évoquer finalement des pathologies peut-être différentes, tant sur leur mécanisme, sur leur éthiopathogénie, que finalement leur symptomatologie clinique et donc peut-être leur prise en charge. Donc pour parler plus précisément de cette endométriose dite interne, c'est-à-dire l'adénomiose, c'est une maladie utérine bénigne qui est définie par la présence anormale de ces glandes endométriales mais également du stroma au sein du myomètre. Souvent, en fait, ces foci, ces localisations d'adénomiose, c'est-à-dire d'endomètre, vous voyez, dans le myomètre de façon ectopique, elles sont entourées de cellules musculaires lisses qui sont hyperplasiques. En fait, tout ça, ça donne un aspect finalement d'hypertrophie diffuse, souvent quand on a une adénomiose diffuse, ou localisée au niveau de l'utérus, avec possiblement sur les examens diagnostiques d'imagerie une augmentation de volume. Alors, de façon très succincte, puisque ça va vous être développé tout à l'heure, les examens de diagnostic, c'est souvent l'imagerie avec l'IRM ou l'échographie, l'hystéroscopie, mais surtout l'histologie. Je vous en dis 2 mots ici parce que finalement, l'aspect qu'on voit à l'IRM de cette adénomiose fait vraiment le pendant, la corrélation avec les mécanismes, vous allez voir, finalement, de genèse de cette pathologie, c'est-à-dire qu'on va parler d'invagination, d'infiltration de l'endomètre au sein du myomètre. Et finalement, vous voyez, on peut le voir sur ces IRM, de nouveau en coupe sagittale. Alors, sur cet utérus, vous voyez, il y a beaucoup de petits spots du fait d'une embolisation préopératoire, parce que la patiente avait beaucoup de métrorragie. Mais vous voyez, c'est vraiment finalement cette infiltration du myomètre, de l'endomètre, pardon, ici, dans le myomètre, avec la présence de kystes.
Donc c'est un peu pathognomonique. On a un myomètre qui est hétérogène, soit de façon focale ou diffuse, avec souvent des petits kystes ou des gros kystes, comme ici. Myométrio, vous voyez qu'on a une augmentation de volume conséquente de l'utérus. Et puis on a cette fameuse zone de jonction entre l'endomètre et le myomètre qui est épaissie. On peut le voir aussi en endoscopie, vous voyez, avec ces formes un peu de crypte, vous voyez, d'invagination de cet endomètre. Donc la genèse de la maladie, finalement, vous allez voir qu'elle est peu connue, elle est peu étudiée, d'une part parce que finalement, cette maladie, dans un tiers des cas, elle est asymptomatique. Et donc, il y a beaucoup de patientes qui ont de l'adénomiose, qu'on a du mal à évaluer, notamment sur la prévalence. Et donc, forcément, on l'étudie peu. Elle a été évoquée sur le plan anatomopathologique en 1860 et déclarée comme une vraie maladie en 1962. Donc plusieurs hypothèses, plusieurs mécanismes sont évoqués, comme l'endométriose qui fait son pendant, c'est-à-dire une altération de la signalisation des stéroïdes sexuels, c'est-à-dire une production excessive d'hormones. On sait que cette maladie, elle est œstrogénodépendante. Et d'emblée, se pose la question de quel mécanisme, de quel récepteur aux œstrogènes. En effet, dans la littérature, on retrouve, comme pour l'endométriose, une implication majeure du récepteur aux œstrogènes qu'on appelle ER-bêta, et en fait qui sera surexprimé dans les lésions d'adénomiose, contrairement à l'isoforme ER-alpha, c'est-à-dire l'isoforme longue qu'on appelle de haut poids moléculaire. Et donc dans ces lésions, la littérature met en avant une surexpression de R-bêta, comme dans l'endométriose d'ailleurs, mais on reverra finalement que tout ça c'est assez discutable, parce que les articles que nous avons à notre disposition dans la littérature sont parfois assez biaisés, puisqu'ils sont souvent faits chez le petit animal, qui ne respecte pas le cycle de la femme, par exemple, vous voyez, et dont on sait finalement que la maladie adénomiosique et endométriosique est très dépendante du cycle hormonal chez la femme. On parle aussi finalement, vous voyez, dans la genèse de la maladie de caractère invasif de l'endomètre, d'une réponse immunitaire anormale. Alors pareil, la question c'est est-ce que d'emblée les femmes, elles ont une réponse, une fonction immunitaire qui est anormale, ou est-ce que c'est la réponse, vous voyez, à l'invasion de cet endomètre qui est anormale, comme pour l'endométriose finalement. Est-ce qu'il y a une réponse immunitaire qui est inadaptée d'emblée, ou est-ce que finalement elle ne s'adapte pas, vous voyez, à les lésions d'endométriose pour les digérer? Donc ça, c'est une vraie question. Et puis des phénomènes génétiques et épigénétiques avec des troubles de la méthylation notamment, on le reverra. Donc ici, vous voyez que dans l'endomètre normal, on a finalement une surexpression de R-alpha par rapport à R-bêta dans l'endomètre normal, c'est-à-dire eutopique. Donc avec une régulation paracrine et finalement un bon équilibre avec l'endomètre qui reste en place pour essayer d'être très schématique. Dans l'endométriose, mais également dans l'adénomiose, puisque ça a surtout été étudié ça dans l'endométriose, on a finalement dans la littérature une surexpression de R-bêta par rapport à ER-alpha dans les lésions d'endométriose et d'adénomiose. C'est-à-dire que l'endomètre eutopique surexprime ER-alpha, enfin exprime normalement ER-alpha, et dans les lésions, dans cet endomètre ectopique, on a une surexpression de R-bêta. Tout ça, en fait, pour vous dire que finalement, nous, on a à notre disposition comme traitement des traitements hormonaux globaux qui ne sont pas vraiment adaptés finalement à chaque maladie, à chaque patiente. Et cette recherche, justement, ce ciblage des récepteurs aux œstrogènes pourrait nous permettre de trouver vraiment des thérapies vraiment ciblées, adaptées à chaque patiente, et vous le verrez finalement à chaque maladie. Donc on a finalement, on l'a vu et la littérature le met en avant, on a fait une revue de la littérature qui montre effectivement que souvent c'est le R-bêta qui est surexprimé dans ces lésions d'endomètre ectopique. Et en fait, on a une hyper-imprégnation œstrogénique qui vient du sang circulant, mais qui vient aussi du tissu environnant, puisqu'en fait, les lésions d'adénomiose ainsi que les lésions d'endométriose, elles produisent via une aromatase de l'œstrogène elle-même. Il y a une synthèse, une autoproduction d'œstrogène par ces lésions d'endomètre ectopique. Donc, si vraiment on se concentre sur la genèse de cette maladie, en sachant qu'il y a un environnement hyperœstrogénique, qu'il y a des phénomènes génétiques, épigénétiques et peut-être de l'immunité, le mécanisme éthiopathogénique serait, en fait, c'est la théorie la plus avancée, pour que cet endomètre se retrouve dans le myomètre, il y aurait un caractère invasif de l'endomètre basal
dans le myomètre. En fait, il n'y a pas d'interface entre l'endomètre et le myomètre, c'est-à-dire que l'endomètre, il est posé sur le myomètre et en fait, il s'invagine, il pénètre dans le myomètre. Et comment? En fait, on dit qu'il y aurait une transition épithélio-mésenchymateuse des cellules de l'endomètre qui se transformeraient en cellules mésenchymateuses. C'est-à-dire que les cellules épithéliales, elles perdent leur polarité et en fait, elles deviennent des cellules mésenchymateuses avec un pouvoir de migration et, vous voyez, d'invasion, un peu finalement comme en cancérologie. Et ces transitions épithélio-mésenchymateuses, elles sont assez décrites en cancérologie. Donc, OK, pour qu'en fait l'endomètre pénètre dans le myomètre, il faut aussi finalement que cette zone de jonction dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on voit à l'IRM, elle présente des zones de faiblesse, vous voyez, et qu'elle permettent cette invagination d'endomètre dans le myomètre. Et en fait, effectivement, dans cette théorie de transition épithélio-mésenchymateuse, il y a cette zone de jonction qu'on appelle endommagée. Et ça, il y a deux théories, on le verra, qui expliquent cette zone de jonction endommagée, soit par des traumatismes, c'est-à-dire la iatrogénie, par exemple, vous voyez, des curetages, également des césariennes, des myomectomies, accompagnées bien sûr de tous ces phénomènes d'hyperœstrogénie, de facteurs immunitaires, d'épigénétique. Mais il y a aussi une deuxième théorie qui dirait qu'en fait, seule l'hyperœstrogénie augmenterait le péristaltisme utérin et fragiliserait la zone de jonction et permettrait finalement l'invasion de cet endomètre. Donc la première théorie, c'est vous voyez la transition épithélio-mésenchymateuse, les cellules de l'endomètre perdent leur polarité, changent de phénotype et deviennent mésenchymateuses, elles migrent. Donc elles vont dans le myomètre. Et pour cela, il y a une zone de jonction qui est endommagée, soit par une hyperœstrogénie qui fragilise cette zone de jonction, on va le voir, soit par des traumatismes iatrogènes. La transition épithélio-mésenchymateuse, elle a été reconnue dans l'adénomiose puisque plusieurs signaux qui sont connus dans cette transition épithélio-mésenchymateuse qui se décrit dans d'autres pathologies, plusieurs signaux ont été mis en évidence dans l'adénomiose spécifiquement, et notamment l'activation des voies de signalisation Notch 1, une augmentation de concentration en oestradiol et en facteur de croissance des hépatocytes, et l'augmentation de signaux qui émanent des macrophages et des plaquettes. C'est vraiment un processus cellulaire où les cellules perdent leur phénotype. La deuxième théorie, c'est finalement des lésions adénomiosiques de novo. Et alors ça, comment finalement on l'explique? C'est-à-dire que dans l'adénomiose, sur l'IRM, vous allez voir la zone de jonction et puis juste à côté, cette invagination d'endomètre qui pénètre finalement de l'intérieur vers l'extérieur de l'utérus. Et puis finalement, sur l'IRM, vous allez aussi voir des fossies adénomiosiques à distance de la zone de jonction, vraiment des îlots. Et ça, c'est peu expliqué par cette théorie d'invagination, vous voyez, puisque finalement, on a une lésion d'adénomiose à distance dans le myomètre. Et donc ça pourrait être expliqué par les résidus embryonnaires, c'est-à-dire une métaplasie des résidus embryonnaires mullériens. Et finalement, vous voyez, il n'y a pas d'invagination d'endomètre, mais finalement de l'adénomiose à distance. Et c'est assez soutenu par le syndrome de Rokitansky, avec finalement des agénésies quasiment totales de l'utérus, où on retrouve des lésions d'adénomiose. Il y a aussi, dans la genèse de la maladie, la théorie des cellules souches, c'est-à-dire que vous verrez que l'endomètre, il y a finalement de multiples progéniteurs qui sont présents à différents stades du cycle cellulaire chez la femme, puisqu'il y a un renouvellement constant. Et finalement, c'est ces cellules souches qui pourraient être transportées à distance par les menstruations, qui s'implanteraient et qui formeraient de l'adénomiose. Finalement, c'est aussi la théorie de l'endométriose, où on a ce reflux tubaire menstruel. Ce qu'on ne comprend pas bien, encore une fois, c'est finalement, toutes ces femmes ont ce reflux menstruel finalement par les trompes. Et en fait, comment ces lésions s'implantent? Pourquoi chez 10% d'entre nous, on a des lésions d'endométriose? Mais ça, on ne le sait pas encore. Donc c'est probablement effectivement lié à ces facteurs endocriniens, immunitaires et génétiques. Enfin, justement, je vous parle d'endométriose de façon extrêmement proche de l'adénomiose, c'est parce que finalement, la troisième particularité de l'adénomiose, c'est que, vous voyez, on peut en avoir également dans le myomètre, pas décrire d'invagination et puis avoir une lésion d'endométriose à proximité. C'est-à-dire que l'adénomiose vraiment très proche de la sérose utérine pourrait être expliquée par des lésions d'endométriose, donc externes, qui s'invagineraient au sein du myomètre. Et donc, c'est la troisième théorie, l'invasion du myomètre par des lésions d'endométriose. Et on voit ici très bien, vous voyez, sur cette vue en célioscopie, avec la vessie en avant, les ligaments ronds de chaque côté qui soutiennent l'utérus, les trompes, les ovaires de chaque côté. Et vous voyez cet utérus qui est complètement ramassé en avant, collé à la vessie,
Et en fait, c'est une lésion d'endométriose, vous voyez, qui infiltrait la vessie, pour laquelle on a dû ouvrir la vessie pour vraiment repérer les méa urétéraux pour ne pas les léser, pour réséquer cette lésion, et qui infiltrait totalement le myomètre au niveau de l'isthme utérin. Donc on avait vraiment une vraie lésion d'adénomiose qui était contiguë avec cette lésion d'endométriose. Donc vous voyez finalement plusieurs formes d'adénomiose, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a une adénomiose très interne, très proche finalement vous voyez, de l'endomètre eutopique, donc avec cette vraie invagination, cette transition épithélio-mésenchymateuse, une adénomiose un peu plus à distance, finalement, la théorie des résidus mullériens, des cellules souches, et puis vraiment une adénomiose très proche de la séreuse en externe, qui, elle, serait plus due à l'invasion par l'extérieur des lésions d'endométriose. Et donc cette diapo, elle reprend un peu finalement tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire que on a plusieurs théories. La théorie de la transition épithélio-mésenchymateuse, donc ça, ok. Mais je vous l'ai dit, il faut aussi une faiblesse de la zone de jonction. Et cette faiblesse de la zone de jonction, elle est soutenue par deux théories différentes. La théorie de Leyen-Decker, c'est la théorie d'injury and repair. En fait, il y aurait une surproduction d'œstrogènes constante. Vous voyez, donc c'est un des mécanismes de l'adénomiose qui entraîne un péristaltisme accru au niveau de l'utérus, c'est-à-dire il est tout le temps en mouvement, et donc il y a des lésions qui sont faites au niveau finalement de l'endomètre et du myomètre, des lésions en permanence qui se font avec un mécanisme de réparation constant. Et ce mécanisme de réparation constant, il va provoquer une inflammation et une hyperœstrogénie pour réparer. Vous voyez, donc c'est un espèce de cercle vicieux qui fait que cette zone de jonction, avec ce péristaltisme constant, elle est affaiblie, elle permet cette invasion du myomètre, de l'endomètre dans le myomètre. La deuxième théorie, celle de Guo, c'est vraiment la théorie de lésion de cette interface par la iatrogénie. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des microtraumatismes avec des curetages de l'endomètre, donc une agrégation plaquettaire réactionnelle avec une hypoxie, qui va entraîner l'arrivée de facteurs pro-inflammatoires et une surproduction d'œstrogènes associée à une angiogénèse. Vous voyez, c'est vraiment un mécanisme aussi de réparation qui va finalement entraîner une invagination de cet endomètre, de ce myomètre, dans le myomètre, avec autour, bien sûr, les facteurs œstrogéniques, génétiques, de l'inflammation et de l'angiogénèse. Donc, vous voyez, c'est une pathologie qui est multifactorielle, on le sait, sinon la recherche elle serait facile autour de cette maladie. Mais c'est très difficile d'étudier cette maladie sans prendre en compte tous ces facteurs, c'est-à-dire les récepteurs aux œstrogènes, l'immunité, la génétique, l'épigénétique. Donc, vous voyez ici, juste un petit focus sur les facteurs hormonaux, où dans l'adénomiose, on sait, il y a une hyperœstrogénie, je vous l'ai dit, dans les menstruations des femmes qui ont de l'adénomiose, mais également finalement autour de ces lésions adénomiosiques, puisqu'on a une surproduction par la lésion elle-même, je vous l'ai dit, comme dans l'endométriose. Et puis finalement, cette hyperœstrogénie, elle est aussi le fait que l'enzyme qui est responsable de la transformation de l'E2 actif en œstrone, en fait, elle est moins activée chez les patientes qui ont de l'adénomiose. Et également, on a aussi une surexpression de Rβ, parce qu'on a finalement une perte d'expression du récepteur à la progestérone. Et ça, c'est lié aux facteurs épigénétiques, à des troubles de la méthylation. Donc vous voyez, tout est un peu lié. On a une hyperœstrogénie finalement qui est relative, puisqu'on a une hyperexpression du récepteur aux œstrogènes bêta, mais en fait qui est due à une perte d'expression à la progestérone. Donc au final, l'adénomiose, elle est symptomatique dans un tiers des cas. Donc vous voyez, finalement, la prévalence, elle est sûrement sous-évaluée, mais on dit que c'est en moyenne 40% des femmes qui sont âgées entre 30 et 50 ans. Et en fait, cette maladie, elle cause des ménométrorragies extrêmement invalidantes chez des femmes, vous voyez, qui sont très actives. Et donc, il nous faut vraiment améliorer la recherche pour comprendre vraiment l'éthiopathogénie de cette maladie. Donc, ça peut aussi créer un syndrome douloureux et puis, bien sûr, de l'infertilité. Quelques chiffres seulement pour faire un focus sur les femmes qui ont de l'endométriose profonde ont aussi une adénomiose, c'est 49%. Vous voyez, c'est énorme, c'est quasiment une femme sur deux. Donc on a vraiment ces trois mécanismes d'éthiopathogénie de l'adénomiose qui sont très impliqués, et donc ce mécanisme de l'endométriose qui donnerait de l'adénomiose, il est omniprésent en fait, finalement, vous voyez. Donc en conclusion,
Des mécanismes physiopathologiques qui sont multifactoriels, donc l'adénomiose, est-ce qu'elle rentre, est-ce qu'elle est dedans, est-ce qu'elle vient de l'extérieur, donc vraiment une hétérogénéité de la présentation des formes adénomiosiques. Donc d'emblée, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs pathologies différentes d'adénomiose, comme dans l'endométriose, hein, vous voyez, ces localisations de l'endométriose au niveau des ovaires, au niveau du rectum, ces lésions superficielles, profondes, qui font mal, qui font pas mal, avec un syndrome douloureux extrêmement différent. On peut vraiment se poser la question, est-ce que l'endométriose, c'est la même pathologie chez toutes les femmes? Est-ce que c'est le même mécanisme? Et je crois qu'on peut évoquer, finalement, soulever la question chez l'adénomiose. Donc, ça nécessite une meilleure compréhension pour un traitement adapté à chaque patiente, mais surtout, encore une fois, je le répète, peut-être à chaque maladie. Et donc, pour ceux, dans les perspectives, vous voyez qu'il y a un article qui est sorti récemment sur la création de nouveaux modèles d'études. Et ça, c'est extrêmement important parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait une revue de la littérature sur l'expression des récepteurs aux œstrogènes dans l'endométriose et donc aussi dans l'adénomiose. Et on a vu que c'était très difficile, très hétérogène parce qu'à nouveau, le modèle utilisé, c'est le petit animal et il est extrêmement biaisé par rapport au modèle chez la femme. Et donc là, ici, juste quelques diapos pour vous parler effectivement de cette recherche sur les nouveaux modèles et notamment les modèles d'organoïdes. En fait, vous voyez que l'endomètre ici, c'est vraiment un tissu en constant renouvellement. Et je vous l'ai dit, il y a des cellules progénitrices, finalement, qui sont présentes. Il y en a plusieurs et en permanence. Donc, est-ce que ce sont les mêmes cellules progénitrices qui pénètrent dans le myomètre? Est-ce que ce sont les mêmes qu'on retrouve à distance, vous voyez, qui subissent cette transformation épithélio-mésenchymateuse? Ou est-ce que seulement on parlerait ici de cellules souches, vous voyez, qui se retrouveraient à distance? Et donc c'est extrêmement intéressant parce que sur ces cellules progénitrices, on peut étudier les récepteurs aux œstrogènes, vous voyez, on peut étudier l'immunité, et du coup, ceci sur de nouveaux modèles. Et donc, nous, on le fait pour l'endométriose et aussi pour l'adénomiose, où justement, on étudie ces cellules progénitrices et le liquide péritonéal des patientes, puisqu'on sait que dans ce liquide qui se retrouve à l'intérieur du ventre, on a ce reflux tubaire menstruel. Donc, ça nous permet finalement d'étudier l'endomètre qui reflue, vous voyez, et la lésion. Et donc, finalement, on a caractérisé les cellules progénitrices de l'endomètre eutopique, c'est-à-dire de l'endomètre normal, pour finalement se poser la question, est-ce que c'est lui qui est anormal d'emblée, vous voyez, ou est-ce que c'est quand il se retrouve à l'extérieur que là, il se retrouve anormal, son environnement n'est pas adapté et du coup, il s'implante et il persiste. Donc, on a fait plusieurs marquages et notamment le marquage des récepteurs aux œstrogènes ER-alpha et ER-bêta pour voir qui était le plus exprimé. On a fait ici, vous voyez, un petit modèle d'organoïde, justement, d'endomètre eutopique, pour vraiment reproduire au plus proche du réel cette pathologie adénomiosique. Donc pour l'instant, on a réussi à faire un petit organoïde d'endomètre eutopique sur lesquels justement on va tester cette réponse aux récepteurs aux œstrogènes, mais également l'immunité. Donc vous voyez ici, pour vraiment montrer qu'on a fait des organoïdes qui correspondent à la lésion d'adénomiose ou à l'endomètre eutopique, on caractérise, c'est-à-dire on montre que l'organoïde, il a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire les mêmes marqueurs que l'endomètre qu'on a prélevé, qu'on a mis en culture et qu'on a transformé en organoïde. Et donc vous voyez, c'est ici ces marquages qui montrent que c'est vraiment la même corrélation entre l'organoïde, ce nouveau modèle d'étude qui va nous permettre vraiment de faire la recherche sur cette maladie, et puis l'endomètre, donc en 2 dimensions, qu'on a prélevé chez la patiente. Donc ça, c'est en 3 dimensions, et ça, c'est vraiment en 2 dimensions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour remercier les équipes cliniques et de recherche qui sont vraiment fondamentales dans la collaboration et la compréhension de cette maladie. Merci beaucoup. On va regrouper peut-être les questions à la fin des 3 présentations parce qu'il va y avoir certainement des interactions. Merci beaucoup pour cette présentation complète et vraiment très très belle. Donc maintenant, nous invitons le docteur Pierre-Alexandre Juste, qui a travaillé très longtemps à Cochin, oui. Donc avec une expérience sur l'endométriose certaine. Et donc, du coup, il va vous parler de l'adénomiose et anatomie pathologie, et qui est maintenant à la Timone à Marseille. Et oui. Il se balade comme l'endométriose. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Excusez-moi. C'est un plaisir pour moi de vous parler de ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment une maladie très intéressante, l'adénomiose, pour les excusez-moi, pour les pathologistes et qui a beaucoup de liens avec l'endométriose également, mais
je trouve que c'est vraiment quand même des maladies assez différentes et on va essayer de voir, d'un point de vue anapathe, ce que ça donne. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'anapathe très détaillé, c'est juste pour vous présenter les principaux concepts et les principales choses qu'on voit au microscope. Donc, adénomiose et endométriose, c'est des maladies qui ont globalement la même définition, hein, c'est une définition anapathe, histologique, c'est la localisation en situation ectopique, c'est-à-dire en dehors de l'endomètre normal, d'un tissu endométrial. Et le tissu endométrial est constitué des glandes et du chorion cytogène. Donc on a des glandes et du chorion cytogène en dehors de l'endomètre. Ça, c'est la même définition pour adénomiose et endométriose. En revanche, il y a au moins 4 maladies distinctes qui ont la même définition, mais qui correspondent à des entités anatomocliniques différentes. Il y a l'adénomiose, dont on va parler aujourd'hui, qui concerne le myomètre uniquement. Il y a l'endométriome, qui est le kyste endométriosique de l'ovaire. Il y a l'endométriose superficielle, qui est posée sur le péritoine. Et l'endométriose profonde, qui, elle, va infiltrer la musculeuse au moins des organes atteints, notamment le rectum, la vessie, etc. Alors, je vais commencer mon topo sur l'approche historique, parce que je trouve que c'est très intéressant, et vous allez voir que depuis les premières caractérisations de la maladie par Stéphane Cullen, il n'y a pas grand-chose de plus qu'on a découvert, malheureusement, sur l'aspect morphologique de l'adénomiose. Donc, je vais y passer un peu de temps, mais c'est vraiment très important pour la suite. Après, je vais vous parler du problème de la définition anapathe de l'adénomiose. Et enfin, je vais vous présenter différentes formes d'adénomiose qu'on peut observer. Si ça vous intéresse, il y a ce excellent papier qui est vraiment passionnant, qui retrace toute l'histoire de l'adénomiose, et je vous le recommande vraiment chaleureusement. On apprend beaucoup de choses. Alors, quand on essaye de retracer un petit peu l'histoire de l'adénomiose, c'est assez difficile parce qu'au début de la reconnaissance de la maladie, hein, ça date de la fin des années 1800, début 1900, généralement on mélangeait les deux maladies. On mélangeait endométriose et on mélangeait adénomiose, les deux entités étant appelées dans les articles adénomioma ou adénomiomata. Le premier cas décrit revient à Rokitansky, en tout cas le premier cas publié, mais c'est surtout Thomas Stephen Cullen qui, au début du XXe siècle, a vraiment démembré et caractérisé cette maladie d'adénomiose et à qui on doit l'essentiel des connaissances, finalement, qu'on a d'un point de vue morphologique sur cette lésion. Parce que Thomas Cullen, c'était un médecin canadien qui a étudié un peu l'anapathe en Allemagne et qui est allé travailler au Johns Hopkins Hospital. Et c'est un des premiers c'est même le premier qui a eu l'idée de regarder aux États-Unis, au microscope, ce qu'on enlevait au bloc opératoire. Donc c'est le pionnier de l'anapathe aux États-Unis, donc il faut vraiment lui rendre hommage pour ça. Donc c'est lui aussi qui s'est beaucoup intéressé à ces lésions qu'il appelait adénomioma ou adénomiomata. Un premier article en 1896, un premier ouvrage en 1908 et un second ouvrage en 1909 où il va proposer vraiment la description histopathologique détaillée. Et en fait, quand on lit ces articles, enfin ces ouvrages, sa description fait encore foi aujourd'hui. Dans la préface de son bouquin de 1908, il avait décrit un cas où il montrait un élargissement de l'utérus, surtout de la paroi antérieure, avec un aspect myomateux global du myomètre et au microscope une muqueuse endométriale qui pénétrait, qui s'écoulait, qui flowing, il disait, en plusieurs points dans le tissu myomateux. Et c'est exactement ce qu'on voit, et on n'en connaît pas grand-chose de plus sur l'anapathe de l'adénomiose aujourd'hui. Et dans son bouquin de 1909, il a fait une étude un peu plus systématique de ces lésions, et il retrouve l'élargissement myomateux de l'utérus, qui intéresse le myomètre interne ou pas, qui peut intéresser toutes les parois utérines ou seulement une des 4 parois,
et toujours ce déversement de muqueuse endométriale depuis l'endomètre dans un tissu myomateux. Et l'endomètre eutopique, l'endomètre normal, est normal. Donc il n'y a pas grand-chose de plus, et c'est encore la théorie qui fait foi, c'est la théorie de la migration muqueuse donc, que Cullen a proposée. Et voici ces images, et je les trouve très belles, et elles font partie de son ouvrage qu'il a publié en 1909. Ici, l'aspect macroscopique, avec la cavité endométriale, l'endomètre, et cette hyperplasie un petit peu léiomyomateuse du myomètre, dans laquelle on peut voir quelques petits kystes qui correspondent aux glandes endométriales ectopiques. Ici, ce qu'il voyait au microscope, la cavité utérine en bas, l'endomètre eutopique, ici, et ici, l'élargissement de la paroi utérine par un tissu myomateux dans lequel on retrouve des structures adénomyosiques, c'est-à-dire des glandes endométriales entourées d'un chorion cytogène. Voilà une autre image où il montre bien que ça part de l'endomètre et au travers de fentes qu'on devine ici, cet endomètre va pénétrer dans le myomètre qui, en retour, va réagir en donnant cette hyperplasie, cette hypertrophie musculaire lisse. Et encore une ici à plus fort grossissement, l'endomètre normal, la fente où l'endomètre va pénétrer dans le myomètre et donner ce foyer adénomyosique. Donc ces images, je les trouve très belles et elles sont encore d'actualité. On pourrait mettre exactement les mêmes en couleur, si vous préférez, dans des bouquins, dans les textbooks d'Anapath, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus d'un point de vue morphologique qui a été décrit. Là, je vais résumer un petit peu. Et finalement, après tous ces travaux, progressivement, on a séparé l'adénomiose et l'endométriose. Et c'est devenu vraiment deux maladies très différentes, avec une physiopathie différente. Le modèle de la migration muqueuse de Cullen pour l'adénomiose et la théorie de Sampson pour l'endométriose. Alors maintenant, on va voir un problème, peut-être le problème le plus épineux. On a vu que l'adénomiose, c'est la présence d'une muqueuse endométriale, je le rappelle, des glandes et un chorion cytogène, de localisation ectopique dans le myomètre. Donc ça, c'est la définition. Mais à partir de quand on va parler d'adénomiose? Parce qu'à l'état normal, l'interface entre l'endomètre et le myomètre, elle est irrégulière au microscope. Ici, vous avez un exemple, c'est un endomètre sécrétoire qui repose sur le myomètre, et on voit qu'entre l'endomètre et le myomètre, ce n'est pas une ligne droite, et que cet endomètre fait des espèces de vaguelettes, s'invagine un petit peu dans le myomètre. Ça, c'est normal. Donc, est-ce qu'on va parler d'adénomiose ici? Non, parce qu'à l'état physiologique, cette interface endomètre-myomètre n'est pas régulière, n'est pas rectiligne. Il n'y a pas de membrane entre l'endomètre et le myomètre. Il n'y a pas d'interface histologique clairement définie. Pardon. Et ce que les radiologues appellent la zone de jonction, ça n'a pas de substratum histologique, c'est-à-dire la zone de jonction à l'IRM ou en échographie, on ne la voit pas en histologie. Donc, premier problème, on a vu la variabilité histologique de cette interface endomètre-myomètre. Autre problème, c'est qu'on n'a pas de bons critères cliniques ou radiologiques pour aussi définir l'adénomiose. Parce qu'on peut avoir des adénomioses très étendues d'un point de vue macroscopique et microscopique sans symptomatologie. Et au contraire, on peut avoir des patients très symptomatiques avec une adénomiose très limitée d'un point de vue histologique. Donc, on n'a pas de gold standard, ni clinique, ni en imagerie, je pense, pour définir l'adénomiose. Donc, la définition Anapath ne peut pas se baser sur ces gold standards. Et ce qui explique la grande variabilité de la prévalence de l'adénomiose d'une équipe à l'autre. Et vous voyez avec des chiffres qui vont de 10 à 88% pour la prévalence en fonction des équipes, parce que les critères morphologiques pour définir l'adénomiose ne sont pas les mêmes. Voilà différents types de cut-off qui ont été proposés
dans la littérature et vous voyez que c'est très variable. Il y en a certains qui utilisent des données chiffrées et d'autres qui étudient plutôt un rapport de l'épaisseur du myomètre qui est infiltré. 2,5 mm, 4 mm, 8 mm, un quart de l'épaisseur du myomètre, un tiers de l'épaisseur du myomètre. Donc il y a beaucoup de cut-off qui ont été proposés dans la littérature. Et finalement, celui qui se dégage le plus actuellement et qui est le plus accepté, c'est le cut-off de 2,5 mm. C'est-à-dire, si mon endomètre pénètre sur plus de 2,5 mm de profondeur dans mon myomètre, à ce moment-là, je vais pouvoir retenir un diagnostic d'adénomiose. Je vais passer. Et je vais vous montrer maintenant les différentes formes anatomopathologiques de l'adénomiose qu'on peut observer. Alors, l'adénomiose la plus fréquente, celle qu'on va voir dans 3/4 des cas, c'est l'adénomiose de type diffus, qui est celle qui a été décrite par Cullen et celle dont on parle le plus et peut-être qu'on connaît le mieux. Ici, l'adénomiose intéresse le myomètre, bien sûr, et semble débuter à partir de l'endomètre. Et l'aspect macroscopique est caractéristique. On a habituellement un élargissement de l'utérus, qui est soit de toutes les parois, avec un aspect globuleux de l'utérus, soit qui va concerner une seule des parois, généralement la paroi postérieure à ce moment-là. Et cet élargissement est dû à cet aspect hyperfasciculé du myomètre, qui correspond à l'hyperplasie musculaire lisse. Ici, vous avez cet aspect hyperfasciculé du myomètre qui contraste avec l'aspect du myomètre normal ici. Et au sein de cet aspect hyperfasciculé, on a aussi quelques microkystes. Ici, en haut, vous avez un léiomyome sous-séreux du fond utérin. Pour vous montrer la différence, le léiomyome est très bien limité, alors que dans l'adénomiose, on a du mal exactement à dire où est-ce que ça commence et où est-ce que ça finit. Mais dans les deux cas, on retrouve cet aspect hyperfasciculé du myomètre. Voici un autre exemple. Ici, un utérus, le col de l'utérus, l'endomètre qui est représenté par les petites flèches noires. Et ici, un élargissement majeur de cette paroi utérine, probablement la paroi postérieure, qui est presque 8 fois plus épais que l'autre face utérine, avec un aspect hyperfasciculé, assez mal limité, et dedans, quelques microkystes qui sont visibles. Donc ça, c'est l'aspect pathognomonique de l'adénomiose de type diffus. Et au microscope, on a l'impression que ça part de l'endomètre, ça va infiltrer le myomètre sur plus de 2,5 mm d'épaisseur, par définition, et on va observer des glandes endométriales entourées d'un chorion cytogène. Alors, contrairement à l'endométriose, dans l'adénomiose, on a un aspect plutôt inactif des glandes et du chorion. On a l'impression que ça ne suit pas le cycle menstruel. On a très rarement des modifications hormonales des foyers d'adénomiose, alors qu'on les voit beaucoup plus fréquemment dans l'endométriose. Et ceci peut s'expliquer probablement par le fait que c'est essentiellement la basale de l'endomètre qui va être responsable de ces lésions d'adénomiose. Et la basale de l'endomètre a un aspect morphologique vraiment constant au cours du cycle menstruel, sans aspect prolifératif ou sécrétoire en fonction de la partie du cycle. Et dans les foyers d'adénomiose, quelle que soit la période du cycle, on a toujours cet aspect inactif des glandes et du chorion. Chez la femme ménopausée, généralement, on a quelques modifications. On a un aspect beaucoup plus atrophique de ces foyers, avec un chorion cytogène qui est moins abondant, plus fibreux, et des glandes qui sont souvent de plus petite taille. Donc ça se voit après la ménopause, une espèce d'atrophie à la fois du compartiment stromal et du compartiment glandulaire dans ces foyers d'adénomiose. Alors, ce qui marque aussi au microscope, au faible grossissement, c'est que les foyers d'adénomiose s'accompagnent d'une hyperplasie musculaire lisse nodulaire autour de ces foyers. Donc ici, au faible grossissement, on devine ici le myomètre normal, ici le foyer d'adénomiose, et je ne sais pas si ça passe bien, on a l'impression que le myomètre s'enroule, va former une espèce de nodule
autour de ce foyer d'adénomiose. Et ça, c'est une aide diagnostique. Quand on voit cette hyperplasie musculaire lisse, c'est une aide diagnostique pour nous quand on hésite entre endomètre normal et adénomiose. Ah, je croyais avoir une autre diapo d'hyperplasie, tant pis. Donc voici l'aspect caractéristique. Ici, un endomètre normal, et ici, la basale de l'endomètre. Et on a l'impression qu'à partir de cette basale de l'endomètre, il y a une pénétration dans le myomètre au travers de fentes, comme l'avait décrit Cullen. Ici, un endomètre d'aspect sécrétoire. Ici, la basale de l'endomètre. Vous voyez qu'à l'état normal, c'est un peu irrégulier. Et ici, des foyers d'adénomiose qui sont beaucoup plus fréquents. Et dès le faible grossissement, ici, on voit que l'endomètre est sécrétoire et que les foyers d'adénomiose ne sont pas sécrétoires. Donc, ils ont vraiment un aspect morphologique qui est exactement celui de la basale, de la basalis de l'endomètre. Donc, pour vous montrer que l'adénomiose ne suit pas, d'un point de vue morphologique, le cycle menstruel, contrairement à l'endométriose habituellement. Voici un autre exemple d'hyperplasie musculaire lisse, nodulaire, autour de ce foyer d'adénomiose. Ici, on voit que le myomètre est beaucoup plus dense et s'enroule autour du foyer d'adénomiose. Donc ça, c'est l'adénomiose de type diffus, c'est la plus fréquente. Dans un quart des cas environ, on va tomber sur l'adénomiose qu'on appelle de type focal, où, contrairement à l'adénomiose de type diffus, on n'a pas l'impression que ça parte de l'endomètre. On va avoir un foyer, soit en plein milieu du myomètre, soit plutôt sur le myomètre externe. Et il y a une entité qui a été surtout bien décrite, notamment par l'équipe de Charles Chaperon à Cochin, qui est l'adénomiose focale externe, qui est souvent soit sur le compartiment postérieur, en rapport avec le rectum, soit sur le compartiment antérieur, en rapport avec la vessie. Et ces foyers qu'on appelle d'adénomiose de type focal correspondraient en fait à des lésions d'endométriose, cette fois-ci, qui viendraient se greffer dans le cul-de-sac de Douglas ou le cul-de-sac vésico-utérin et donner naissance à un foyer d'endométriose qui infiltre d'un côté la vessie et de l'autre le myomètre, et pour le compartiment postérieur, d'un côté le rectum et de l'autre le myomètre. Donc c'est une forme, l'adénomiose focale externe, c'est plutôt à considérer comme une de l'endométriose profonde du myomètre. Et d'ailleurs, au microscope, ça a un aspect plutôt d'endométriose que d'adénomiose. Notamment, on a l'impression que c'est beaucoup plus remanié et que ça ne suit pas le cycle hormonal. Donc c'est caractéristique qui le distingue de l'adénomiose de type diffus. Voici un exemple macroscopique. Ici, une coupe où vous voyez du rectum. Ici, l'utérus. Et ici, un foyer d'endométriose qui va donner de l'endométriose profonde au niveau de la musculeuse du rectum. Et on voit encore ici de l'hyperplasie de la musculeuse, c'est pareil. Et ici, ce foyer qui va aussi infiltrer le myomètre et s'accompagner d'une hyperplasie musculaire lisse. Donc ici, on appelle ça de l'adénomiose focale externe, mais en fait, on voit bien que c'est de l'endométriose qui a infiltré le myomètre. Ici, un autre exemple. Vous avez en coupe toute l'épaisseur de l'utérus, l'endomètre en haut, ici du myomètre strictement normal, et sur la séreuse, là, sur le myomètre externe, un foyer d'adénomiose focale externe, ici à plus fort grossissement, où on a une glande, du chorion cytogène et de l'hyperplasie musculaire lisse. Dans l'adénomiose diffuse, les glandes sont souvent petites et rondes, et ici, la glande est étirée, modifiée, comme on voit dans l'endométriose. Une forme qui gêne beaucoup les anapathes, c'est qu'on appelle l'adénomiose pauvre en glande, qu'on voit surtout chez la patiente ménopausée. Et on a des foyers d'adénomiose où il n'y a essentiellement que du chorion cytogène et très peu de glandes. Et quand l'anapathe voit ça, il a peur, parce qu'il y a un diagnostic différentiel pour lui, qui est le sarcome du stroma endométrial. Donc quand il voit ça, il est obligé de faire reprélever son utérus, vérifier qu'il n'y ait pas de nodule tumoral, et généralement en reprélevant, on va voir apparaître des foyers plus typiques d'adénomiose, ce
qui permet de redresser le diagnostic. Voici un exemple où on a, ça se voit essentiellement chez la patiente ménopausée, on a ici un foyer d'adénomiose où il n'y a pas de glande, il n'y a que du chorion cytogène. Ici un autre foyer d'adénomiose où il n'y a que du chorion cytogène. Et ici un gros foyer d'adénomiose où il n'y a qu'une seule glande, le reste étant que du chorion cytogène. Donc cet aspect peut en imposer pour un sarcome du stroma endométrial de bas grade, mais en fait ça correspond à cette entité qui est l'adénomiose pauvre en glande. On voit une glande ici, et il y a un autre signe morphologique qui aide bien, c'est qu'on a généralement dans le chorion cytogène un gradient de densité cellulaire décroissant de la périphérie vers le centre. On a l'impression que c'est plus cellulaire à la périphérie qu'au centre du foyer. Ça se voit aussi ici, on a l'impression que c'est plus cellulaire à la périphérie qu'au centre du foyer. Alors une entité très débattue, c'est l'adénomiome, qui correspond à un léiomyome avec des glandes dedans. C'est une vraie entité qui existe quand c'est polypoïde intracavitaire dans l'endomètre. Ça s'appelle le polype adénomyomateux. Il y a d'autres entités comme l'adénomiome polypoïde atypique qui peuvent être liées éventuellement. Mais quand c'est en plein milieu du myomètre, il y a certains auteurs qui disent que ça existe vraiment. C'est un léiomyome avec des glandes, du coup on appelle ça un adénomyome. On devrait l'appeler adénoléiomyome normalement. Et il y a d'autres auteurs qui disent ben non, finalement ça n'existe pas, c'est juste de l'adénomiose où l'hyperplasie musculaire lisse est vraiment très marquée et elle prend un aspect très nodulaire et ça mime un léiomyome alors que ce n'est pas tumoral. Donc ça, c'est une entité qui est débattue dans la littérature. Certains considèrent que c'est une vraie tumeur, d'autres considèrent que c'est une adénomiose avec trop d'hyperplasie musculaire lisse. Peu importe. Donc pour conclure, vous avez bien vu qu'on a un problème de définition en anapath. Il n'y a pas de gold standard, ni clinique, ni radiologique, ni anapath. Et j'espère que ce cutoff de 2,5 mm, s'il est appliqué de façon plus diffuse par la communauté des pathologistes, permettra de réduire cette grande variabilité interpathologique pour le diagnostic de l'adénomiose. On a vu qu'il y a différentes formes anatomocliniques, essentiellement l'adénomiose de type diffus, et plus rare, l'adénomiose de type focal, notamment le type focal externe, qui correspond plutôt à de l'endométriose. Et pour les anapathes, parfois on a des aspects trompeurs, avec des difficultés diagnostiques, comme l'exemple que je vous ai montré de l'adénomiose pauvre en glande. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Alors, on va continuer par le dernier exposé, qui est celui du professeur Isabelle Thomasin, donc, qui travaille à l'hôpital Tenon et qui est spécialisée donc, dans l'imagerie des masses annexielles et de l'endométriose. La parole est à vous. Donc, bonjour à tous. Et donc, j'ai la dure tâche, maintenant que vous avez compris que c'est compliqué l'adénomiose, de vous montrer qu'en imagerie, ce n'est pas complètement simple non plus, mais vous allez voir, on a quand même 2-3 trucs pour s'en sortir. Alors, on commence par le début, et vous savez que souvent, on associe le diagnostic d'adénomiose en imagerie à ce fameux épaississement de la zone jonctionnelle. Et comme vous l'aurez compris au travers des 2 premiers exposés, la zone jonctionnelle, finalement, ça n'existe pas réellement. C'est une description, la première description qui a été faite, c'était donc en IRM. Et en fait, on a attribué ce terme de zone jonctionnelle, finalement, à cette zone hypoécogène. On est en pondération T2, on le reconnaît parce que la vessie est blanche. Donc, on a l'endomètre, on a le myomètre, et dans la partie interne du myomètre, il y a cette zone qui est très hypo-T2, qui est particulière parce que finalement, il n'y a que réellement en IRM qu'on a cet aspect de zone jonctionnelle. Et il y a un papier donc, très récemment publié par l'équipe de Leuven qui a fait une très très belle revue justement sur essayer de comprendre ce qu'est cette zone jonctionnelle, qui explique très bien au travers de ces schémas pour quelles raisons on a en fait cet aspect en hyposignal en pondération T2. Vous savez que la pondération T2, c'est principalement lié à la quantité d'eau. Et on voit bien que dans cette partie toute interne du myomètre, clairement, la quantité d'eau est moins importante et explique cet aspect très particulier en IRM.
Alors, il n'y a pas que ça comme caractéristique. Quand on regarde également les autres caractéristiques donc, sur les séquences d'IRM et qui correspondent évidemment à des caractéristiques en fait, physiologiques, vous voyez qu'en fait, ce qui se passe dans la zone jonctionnelle, c'est qu'il y a une vascularisation qui est différente. Et pourquoi elle est différente ? Parce qu'on sait bien que cette partie interne du myomètre va être impliquée dans les phénomènes de fertilité. Tout d'abord, il faut que du coup, il y ait une contractibilité qui permette de faire monter les spermatozoïdes. Et puis, on sait aussi qu'au cours du cycle, on a une variation de la présence de vaisseaux qui va permettre justement une implantation. Et donc, cette variation va vraiment être évidemment corrélée au cycle menstruel. Et c'est pour ça que même s'il n'y a pas de zone jonctionnelle, et l'appellation de zone jonctionnelle est réservée à l'IRM, cette notion de myomètre interne, elle est commune à l'écho et à l'IRM. Et ce qu'on avait montré dans un papier il y a quelques années, c'est qu'en IRM, cette variation décrite en échographie Doppler de la présence de vaisseaux au niveau de ce myomètre interne, on trouvait exactement les mêmes variations en fonction du cycle, avec notamment en fait, une hypoperfusion qui favorise en fait, la néogenèse juste avant l'ovulation, qui permettent de favoriser l'implantation. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même une communauté, en fait, quelque chose qui se passe dans ce myomètre interne en fait, et qui clairement est corrélé à la fertilité. Alors, si on reprend très rapidement ce qu'on a très bien vu au cours des 2 premiers topos, qu'est-ce qui se passe dans l'adénomyose? Vous le savez bien, c'est donc en fait, on a compris que c'est donc l'invasion de cellules ectopiques endométriales dans le myomètre adjacent et toute la réaction du myomètre. Et c'est ça qui va expliquer ce qu'on va avoir comme sémiologie en imagerie échographique et également en IRM. Donc, de façon un peu simpliste, parce que c'est vrai qu'on essaye de toujours un petit peu systématiser les choses, finalement, on a des signes qui vont être directs. Et ces signes directs, c'est de voir les glandes endométriales dans le myomètre interne, donc en position anormale. En IRM, ça va se traduire potentiellement par des kystes hémorragiques. Et puis, en échographie, on va voir ces fameuses lignes hyperéchogènes sous-endométriales, on va voir plusieurs exemples, et ces zones hyperéchogènes, et même de temps en temps des kystes qui, évidemment, aident beaucoup au diagnostic. Et puis, de temps en temps, on n'a pas ces signes directs, évidemment, c'est plus compliqué. Et les signes indirects, ça va être quoi? Ça va être la réaction du myomètre à la présence anormale de glandes dans le myomètre. Et donc, cette hypertrophie de cellules va se traduire donc, par ce fameux épaississement de la zone jonctionnelle, qui évidemment persiste après éventuellement un traitement médical, qui est un des critères en fait, quand on a un doute diagnostique. On peut avoir, de la même façon, quand on n'a pas des véritables masses, qui vont être des masses donc, en hyposignal T2, qui vont être aussi de la réaction un petit peu d'hypertrophie musculaire lisse autour de ces glandes anormales. Et puis, donc, en échographie, la traduction, ça va être une morphologie qui va être un peu particulière, d'utérus globuleux, que vous connaissez sûrement très bien. On a souvent une hypertrophie qui est asymétrique du myomètre, et puis ces fameuses travées, en fait, en rayon de miel. Et voici, donc, en fait, en image, ce que ça donne. Les signes directs, on a parlé, donc on a ces lignes, on a ces kystes sous-endométriaux, ces zones hyperéchogènes intramyométriales. On a donc ces kystes, on les retrouve en fait, également en IRM, évidemment, ça forme de ces petits spots en hypersignal T2. Et puis en pondération T1, c'est vrai que c'est assez spécifique. Quand on est ça, on n'a pas trop de problèmes diagnostiques. Ces petits hypersignaux T1 en fait, qui sont dans le myomètre, qui sont caractéristiques des kystes hémorragiques. Alors, les signes indirects, quels sont-ils? On a dit, donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une disparition de l'interface endomètre-myomètre, cet utérus qui va être globuleux. On a un épaississement souvent plus marqué au niveau du myomètre antérieur par rapport au myomètre postérieur. Quand on a un doute diagnostique avec les myomes, on regarde où se trouvent les vaisseaux. On n'a plus d'encorbellement dans les myomes, mais les vaisseaux vont traverser cette zone d'hétérogénéité en fait, au niveau myométrial. Et puis, on retrouve cet aspect assez typique, quand on a un épaississement de la zone jonctionnelle aussi marqué, on n'a pas trop de doute diagnostique en IRM, en pondération T2. Dans ce cas-là, il n'y avait pas en fait, de signe de kyste hémorragique en pondération T1. Et puis, donc, il y a eu pas mal de papiers en, fait, en IRM, notamment des Japonais, de l'équipe de Togashi, qui a montré qu'en IRM, on avait clairement, quand il y avait ces adénomyoses donc, en fait, qui étaient importantes, une modification de la contractilité normale, puisque en normal, on a des vagues qu'on voit très bien en fait, sur ces IRM rapides et qui disparaissent complètement quand on a ces atteintes en fait, adénomiosiques diffuses. Et bien entendu, l'idée, c'est de trouver des facteurs prédictifs en termes de fertilité. Alors, quelle est la valeur donc, des techniques d'imagerie, finalement, pour diagnostiquer l'adénomiose? Donc ça, c'est une méta-analyse, donc en fait, sur quand même un nombre assez conséquent de patientes et d'études. Vous voyez qu'on a une sensibilité en échographie autour de 72%. On n'est pas à 100% en IRM, on est un petit peu au-dessus. Et pareil en termes de spécificité, et c'est principalement parce qu'en IRM, on est capable de voir ces spots hémorragiques en hypersignal T1. Alors, dans quel cas l'IRM a vraiment une valeur ajoutée par rapport à l'écho, parce qu'on ne va pas faire des IRM à tout le monde. L'idée, c'est de savoir finalement dans quel cas ça peut vous aider.
D'abord, en fait, c'est vrai que quand on a besoin d'avoir une visualisation et un suivi finalement sous traitement de l'adénomiose, c'est mieux d'avoir une image qui est assez reproductible et de pouvoir décrire exactement de quel type d'adénomiose il s'agit. Vous allez voir qu'il y a une classification qui a été publiée en IRM et qui permet justement de bien décrire si c'est focal, diffus, superficiel, profond, etc. Ensuite, évidemment, quand vous avez des myomes, franchement, ça peut être compliqué et on sait clairement la sensibilité de l'échographie diminue beaucoup quand c'est myome, et donc l'IRM peut être utile parce qu'il n'y a pas en fait ce phénomène d'atténuation postérieure qui est évidemment toujours très gênant en échographie. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, même si ce n'est pas la même pathologie, l'adénomiose et l'endométriose, clairement, vous avez vu qu'il y a quand même 50% de formes qui sont associées, et donc toujours avoir le réflexe, quand on découvre en fait de l'adénomiose, de chercher de l'endométriose sous-périnéale profonde associée. Alors voici un exemple d'une patiente adressée pour dysménorrhée qui a clairement en fait un utérus très hétérogène, qui a un myome probablement postérieur et qui a également en fait de l'adénomiose interne. Ça c'est la traduction en fait en IRM et qu'on retrouve. Donc j'ai mis exactement la même coupe, le myome qui est ici en hyposignal T2 qu'on voit bien mieux évidemment parce que les contrastes sont plus marqués, et puis cette zone d'adénomiose en fait qui était profonde, antérieure, plutôt fondique, qui était ici et qui était associée chez cette patiente en fait à une endométriose profonde avec un ligament utérosacré et un paramètre droit. Un autre exemple de patiente adressée pour des dyspareunies et qui, pour le coup, c'est vrai qu'on était sur un utérus qui est rétroversé. On sait que c'est souvent compliqué pour l'endométriose profonde, mais on avait en fait des signes d'adénomiose interne et l'IRM permet souvent en fait des plans de coupe qui sont un peu plus faciles à voir qu'en échographie. Et dans ce cas-là, permettait de détecter en plus de l'adénomiose interne une atteinte en fait d'utérus et du ligament utérosacré. Alors, si on revient sur le cœur finalement du topo, comment va-t-on décrire l'adénomiose en fait et la classification en imagerie souvent suit évidemment les différents types d'adénomiose dont on a pu parler jusqu'à maintenant. Donc, bien sûr, il y a l'adénomiose interne, qui est le réel terme appliqué à l'adénomiose, qui peut être superficielle ou profonde et diffus ou segmentaire. Et la difficulté, évidemment, quand c'est segmentaire, c'est de faire la diagnostic différentiel avec le myome. Et la caractéristique de ces adénomioses, c'est que justement les zones sont mal limitées. Ensuite, il va y avoir l'adénomiome, qui va être composé donc d'une zone focale de glande adénomosie qui va être localisée dans le myomètre. C'est ce qu'on appelle les formes focales. Et vous allez voir que ça peut être intramural, sous-muqueux ou sous-séreux. Et enfin, et c'est vrai qu'on les sépare bien, cette fameuse adénomiose externe, mais qui pour le coup correspond tout simplement à une localisation d'endométriose profonde, qui peut également s'invaginer dans le myomètre, puisque c'est du muscle lisse. Et bien sûr, elle peut s'invaginer soit en position antérieure, souvent associée en fait aux atteintes vésicales, soit en position postérieure contre des atteintes extensives au-delà du torus dans le myomètre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe en IRM? Alors, les trois finalement signes qu'on a en IRM, enfin, il y a 4 signes exactement. Il y a 3 signes qui correspondent à cette sémiologie dite indirecte, et puis il y a le signe direct dont on a parlé tout à l'heure. Donc, si on regarde la littérature, vous avez les valeurs de sensibilité et de spécificité finalement de chacun des signes. Vous voyez qu'aucun n'est extraordinaire. Donc, en général, quand c'est comme ça, il faut les combiner. Parce que si on se sert d'un seul, souvent on fait beaucoup de faux positifs, ou d'ailleurs, en fait, on rate des diagnostics. Et donc, c'est vraiment en combinant ces 3 critères qu'on va obtenir une performance diagnostique optimale. Alors, ces 3 critères, c'est ce fameux épaississement de la zone jonctionnelle qui est strictement supérieur à 11 ou supérieur ou égal à 12 mm. Ensuite, un petit peu comme en anatomopathologie, parce que vous allez voir finalement, souvent, en fait, ça se rejoint, c'est cette notion de ratio, c'est-à-dire, en fait, finalement, que l'épaisseur de la zone jonctionnelle fait plus de 40% de l'épaisseur du myomètre. Et enfin, cet aspect morphologique de gros utérus globuleux plutôt réguliers comparativement aux utérus polymyomateux. Et puis les signes directs, en fait, c'est ces fameuses lésions kystiques hémorragiques. Quand on les a, on est très content, spécifié quasiment à 100%. Par contre, malheureusement, on ne les a qu'une fois sur 2 avec une sensibilité de 50%. Donc là, je vous montre un exemple caricatural. Vous n'avez pas besoin de combiner des critères, il n'y a pas de souci. Vous avez absolument tous les critères qui sont présents. L'utérus globuleux, vous avez un épaississement majeur de plus de 40% de la zone jonctionnelle, plus de 12 mm. Vous avez même une petite lacune avec un kyste hémorragique en hypersignal T1. Aucun problème diagnostique. Exactement pareil dans ce cas présent-là. Ce n'est pas ces cas-là en fait, qui nous posent des problèmes, puisqu'on a ces fameux petits kystes hémorragiques dans le myomètre qui, évidemment, sont spécifiques et font le diagnostic. Là, par contre, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on a une zone jonctionnelle qui est à 11 mm, mais un ratio en fait, qui est à 40%. Donc, on a finalement un seul critère qui est positif. Et là, en l'occurrence, en fait, chez cette patiente, finalement, on a refait des IRM un petit peu à distance. Il n'y avait pas d'adénomiose. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important quand vous avez en fait comme ça des choses qui sont discordantes. Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 2 critères indirects sur les 3 qui soient positifs si vous n'avez pas de signe direct pour affirmer le diagnostic. Donc, signe direct, vous êtes tranquille.
pas de signe direct, et il y a au moins 2 critères sur les 3 pour affirmer l'adénomiose, et uniquement le critère zone jonctionnelle épaissie. C'est ce qu'on dit à nos radiologues, parce que si on applique ce critère, on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de patientes qui se retrouvent avec des adénomioses qui n'en sont en fait pas réellement. Alors, si on s'intéresse en fait aux différentes formes et à la classification d'adénomiose, en fait, c'est important en fait de décrire évidemment si l'adénomiose est superficielle et profonde. Et dans ce papier de Fertistérile publié par Marc, il y avait donc en fait, il distinguait les adénomioses focales ou multifocales, les adénomioses asymétriques et symétriques, et de la même façon pour les adénomioses profondes, on distinguait les segmentaires et les diffuses de façon donc symétrique ou asymétrique. Alors, un exemple ici d'adénomiose focale superficielle, ces petites lacunes en fait, que l'on voit en hypersignal en T2, qui sont sous-endométriales, qu'on voit sur les séquences sagittales et sur les séquences axiales, et qui en l'occurrence en fait, ici vous signent le diagnostic puisqu'elles étaient hémorragiques en fait, en pondération T1. Ça, c'est pour vous montrer la corrélation avec l'échographie, où ce n'est pas toujours facile de voir ces petites lacunes en fait, hémorragiques en, fait, en échographie quand c'est des formes comme ça qui sont focales et superficielles. Un autre exemple d'adénomiose superficielle, mais qui là est multifocale, où on a plusieurs zones en fait, d'hyperéchogènes sous-endométriales. On retrouve en pondération donc en 2D, donc en fait ça c'est le sagittal en fait 2D classique en T2. Et vous voyez que c'est intéressant d'avoir une imagerie en fait plus fine, notamment en coupe 3D, qui nous permet de faire des reconstructions en différents plans. Vous voyez qu'on a une meilleure définition de ces petits kystes sous-endométriaux. Et de temps en temps, on peut être en difficulté pour les voir sur le 2D, on les voit bien mieux en 3D. Donc c'est vrai que c'est une séquence en fait qu'on aime bien quand notamment on a un doute diagnostique et qu'on fait assez facilement maintenant en IRM pelvienne. En l'occurrence, là, il n'y avait pas de problème puisqu'en T1, on avait ce petit spot qui signait également le diagnostic. Troisième exemple, une adénomiose asymétrique diffuse. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a ces lignes en fait, hyperéchogènes avec cette hétérogénéité du myomètre antérieur. Toujours l'asymétrie en fait, qui prédomine plutôt au niveau du myomètre antérieur. On sait que la localisation, c'est souvent plutôt au niveau du fond utérin. Donc là, en fait, pareil, on a des petites kystes sous-endométriaux, en fait, hémorragiques en pondération T1. Deuxième grand type dans la classification, les adénomioses. Donc là, on va se trouver devant des masses myométriales mal définies. Là, l'enjeu, en fait, ça va être le diagnostic différentiel. Sachant que ces adénomiomes peuvent être intramuraux type solide ou kystique, peuvent être sous-muqueux ou peuvent être sous-séreux. Alors là, on est dans le cours, donc évidemment, vous n'aurez pas de problème diagnostique, mais en vraie vie, ça peut être plus compliqué. Dans ce cas-là, ce n'est pas trop compliqué. Quand on a cette adénomiose segmentaire diffuse et qu'on a comme ça une plage, en fait, qui est plutôt mal limitée, en fait, on le voit ici, avec des petites spots en hypersignaux T1 dedans, pas de problème, c'est vrai qu'on pense à l'adénomiome. Là, c'est plus difficile, en fait, parce que là, du coup, c'est une forme qui est kystique, et là, c'est pas si facile, en fait, de faire le diagnostic. On va voir qu'il y a plusieurs diagnostics différentiels qui peuvent, donc, en fait, être évoqués. Alors là, le fait qu'on ait un hypersignal T1 franc comme celui de l'endométriome, en fait, évoque, évidemment, et nous permet de poser le diagnostic. Un autre exemple pas si facile que ça, la patiente souvent ne va pas être adressée pour bilan d'un adénomiome, elle va être adressée souvent pour bilan d'une masse annexielle, parce que c'est vrai que quand on fait en échographie, en l'occurrence c'était le cas de cette masse, on avait diagnostiqué une masse annexielle. On sait que quand la patiente est diagnostiquée d'une masse dite annexielle en échographie, dans 10% des cas en IRM, on redresse le diagnostic parce qu'elle n'est pas annexielle. C'est vrai qu'on a notamment quand les masses sont volumineuses, ça peut être difficile de faire le diagnostic de l'origine en échographie. Vous voyez que là, en fait, en IRM, on évoque l'origine myométriale parce qu'on a ce fameux signe de l'éperon qui nous montre en fait que la lésion est bien d'origine utérine, et en l'occurrence avec plusieurs composantes, une composante liquidienne pure et puis une composante un peu plus complexe à la partie antérieure. Mais là aussi, c'était un adénomiome. Alors l'adénomiose externe, rapidement, parce que c'est vrai que finalement c'est une autre entité, c'est l'endométriose profonde qui peut se mettre, comme je le disais, soit au niveau du myomètre externe postérieur, soit au niveau du myomètre antérieur. Donc ça, on sait qu'on décrit les différentes localisations d'endométriose selon différents compartiments, classiquement central. Maintenant, on s'est aperçu qu'il fallait absolument qu'on soit plus précis, notamment en IRM, en décrivant les compartiments latéraux, avec ce lexique que je présenterai vendredi matin, en fait, suite à une étude multicentrique française. Et quand on trouve de l'adénomiose externe, c'est bien un compartiment médio-central qui est atteint. On considère que l'atteinte, en fait, est vraiment au niveau du compartiment médian, du compartiment central. Donc ici, des exemples d'endométriose antérieure, où on a ce nodule, en fait, assez caricatural ici, donc qui en général est associé à une atteinte antérieure. Et là, là, vous avez la corrélation entre une adénomiose externe qui est ici, le nodule au niveau du cul-de-sac
vésico-utérin, une atteinte qui avait été au niveau de la paroi, donc évidemment de la vessie. Et vous voyez que la corrélation en fait est excellente et on a, je pense, une pertinence diagnostique qui est assez similaire entre l'échographie et l'IRM pour ces localisations. Alors, ce qui va être important, bien sûr, c'est quand on décrit ces anomalies, quand on a une adénomiose externe, regarder où se trouve l'endométriose profonde et bien voir en fait à quelle distance elle se trouve au niveau de la base ou pas, puisqu'on sait que c'est un des facteurs en fait de complexité chirurgicale. Un autre exemple d'adénomiose externe postérieure, donc avec un gros nodule qui s'invagine évidemment dans le myomètre ici, et puis donc ici aussi un exemple de corrélation en fusion avec un gros nodule qu'on voit ici. L'hétérogénéité, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques avec des petits spots hyperéchogènes et cette hétérogénéité localisée au niveau du myomètre postérieur. Donc les pièges, en fait, il y en a, donc, je vais en détailler 3. D'abord, en fait, il faut savoir que cette notion de zone jonctionnelle n'est pas spécifique, en fonction finalement de la période menstruelle et évidemment en fonction du statut hormonal de la patiente, on peut avoir des pseudo-épaississements de la zone jonctionnelle. Donc c'est pour ça que c'est un critère qui n'est pas un critère suffisant pour affirmer le diagnostic d'adénomiose. Deuxième piège, on a des pathologies, plusieurs finalement phénomènes physiologiques qui peuvent donc en fait mimer notamment cet épaississement de la zone jonctionnelle. Donc là, c'est un aspect assez classique que nous, radiologues, on apprend à reconnaître à nos internes. C'est qu'on voit qu'il y a un épaississement qui est focal, mais la caractéristique de cet épaississement, c'est que vous voyez qu'il est très bien tranché et que la ligne en fait est en fait finalement nette entre la cavité endométriale et la séreuse. En réalité, ce n'est pas du tout un adénomiome, on a refait la séquence, c'était tout simplement une contraction utérine. Donc là, c'est un piège classique, en fait, qui est très facile de négativer. Enfin, et ça m'a surprise, mais finalement, on a les mêmes problèmes que les anapathes. Nous, c'est vrai qu'un des diagnostics différentiels qu'on peut avoir en IRM, c'est le diagnostic différentiel avec le sarcome stromal de Bagrad, qui peut aussi mimer une adénomiose. Et puis, il faut bien avoir en tête aussi, c'est que le sarcome, c'est plutôt rare, mais le cancer de l'endomètre, c'est plus fréquent. Et que quand vous avez une adénomiose associée à un cancer de l'endomètre, bien sûr, les séquences morphologiques ne sont pas suffisantes. Il faut absolument donc se doter de séquences fonctionnelles pour mieux voir en fait ce qui se passe, puisqu'on voit très mal le cancer de l'endomètre et son extension quand on a une adénomiose en fait associée. Dernier piège, beaucoup plus rare, je vous ai montré un exemple d'adénomiome tout à l'heure. C'est vrai que quand on a une cavité utérine accessoire, ça peut tout à fait mimer en fait un adénomiome. Et donc là, en fait, on a un certain nombre de critères en imagerie que je n'aurai pas le temps de détailler, mais qui nous permettent de faire la part des choses entre les deux. C'est vrai qu'il y a souvent, il n'y a pas de contexte d'endométriose, il n'y a pas non plus du tout d'adénomiose, ce qui doit nous alerter en fait sur ce diagnostic différentiel. Donc en conclusion, l'échographie pelvienne, c'est un très bon examen pour faire la détection de l'adénomiose et puis donc ça a une bonne performance diagnostique. On fera des IRM finalement quand on a des difficultés diagnostiques parce qu'il y a des pathologies utérines associées, parce que en fait finalement on a besoin de suivre le suivi, donc l'évolution de cette pathologie sous traitement, et donc on a besoin d'une imagerie reproductible. Bien sûr, toujours avoir en tête qu'il faut chercher une endométriose profonde associée, et puis il y aura peut-être donc des travaux à l'avenir qui permettront en fait d'avoir des critères prédictifs sur la fertilité, notamment en fait sur les séquences de contraction qui sont vraiment le hot topic en IRM des recherches en adénomiose. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Thomassin, pour cet exposé très clair. Alors, on a un petit quart d'heure, 20 minutes pour poser des questions. Je vais demander aux 3 orateurs de venir pour y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, là-bas dans le fond, je pense. Si, je pense qu'il y a une question sur la gauche. Voilà. Oui. Le micro circule. Voilà, je vous en prie. Merci. Bonjour. On m'a semblé, sur le topo sur l'anapathe, vous avez parlé dans l'adénomiose, vous avez parlé de tissus inactifs et que finalement, c'était beaucoup plus probable que ce soit la couche plutôt basale, compacte, qui invagine, qui pouvait éventuellement faire la différence avec l'endométriose. Alors moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment ça se fait qu'on a des spots hémorragiques, des kystes hémorragiques. Ah oui. Voilà. On penserait que ça sécrète, mais en fait... C'est une très bonne question, ça fait partie des mystères. C'est très rarement kystique en anapathe, l'adénomiose, alors qu'en radiologie, ça l'est très souvent. Et dans les glandes, on ne voit pas de sang en anapathe, alors qu'en radiologie, vous en voyez. Donc,
Voilà, c'est inexplicable. Et, alors que l'endométriose, c'est souvent remanié, souvent il y a du sang, des macrophages, etc. L'adénomiose, c'est tout tranquille. On a l'impression vraiment de voir un endomètre basal, la basalise de l'endomètre, donc vraiment très inactif, très peu remanié, très rarement kystique. Donc je n'ai pas d'explication malheureusement. Si vous me permettez, pour les radiologues, cette hypertrophie de cette zone jonctionnelle, est-ce que, excusez-moi de le proposer, est-ce que ça ne pourrait pas être la couche compacte, en fait, profonde de l'endomètre qui est épaissie parce qu'il y a des remaniements histologiques dans ces utérus? Alors, il y a eu des tentatives de corrélation. C'est pour ça que la revue, en fait, elle fait une revue vraiment extensive. Il y a quasiment 20 pages pour expliquer, pour voir si justement c'est corrélé. Et en fait, ce qu'on appelle, nous, la zone jonctionnelle ne correspond pas à quelque chose d'anapathe. C'est vrai que ça ressemble, en fait, on a envie de dire, bon, en fait, c'est le myomètre interne de façon assez rapide. Mais en fait, ça ne correspond pas en imagerie, en fait, à ce qu'on décrit, nous, comme la zone jonctionnelle. Donc, c'est vrai qu'on peut parler de myomètre interne pour mettre tout le monde d'accord, en fait, plutôt que parler de cette zone jonctionnelle. Mais la zone jonctionnelle stricto sensu, telle qu'elle apparaît en IRM, ne colle pas en fait aux descriptions en fait en anatomopathologie. Il y a une question en bas. Est-ce qu'on peut récupérer le micro? Mademoiselle? Oui, il y a. J'ai pas été. Il y en a deux. Je sens que l'endométriose est quand même. Et l'adénomiose est complexe. Hein, quand même. Diagnostic et thérapeutique. Moi, j'ai une question pour Isabelle Thomasin. Vous avez effectivement parlé de la zone de jonction en IRM. Je suis juste là, juste devant vous. Et quelle place vous accordez à l'analyse de la zone de jonction en échographie en 3D, qui est bien sûr pas la même chose que la zone de jonction en IRM, qui est ce liseré hypoéchogène à la surface endomètre-myomètre. Est-ce que ça vous aide quand vous avez un doute en échographie pour pouvoir discriminer effectivement un utérus non adénomiosique d'une adénomiose diffuse? Alors, le signe est plus subtil qu'en IRM, parce que le contraste est moins important. C'est vrai que quand je le vois et qu'il disparaît, et que donc ça me fait évoquer en fait une zone focale d'adénomiose. Le problème, c'est quand je le vois pas du tout. Je ne sais pas si c'est parce que je le vois pas, parce que j'ai pas assez de contraste, ou si je le vois pas parce qu'il y a une adénomiose diffuse. Donc finalement, ça me sert quand j'ai une forme focale en fait d'adénomiose en fait, ou une adénomiose focale. Où à ce moment-là, oui, je peux m'en servir. Merci beaucoup. Merci pour ces topos très intéressants. Isabelle, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il faut injecter un produit de contraste quand on fait l'IRM, les séquences de rehaussement? Et est-ce qu'il y a des éléments prédictifs de l'efficacité, par exemple, d'un traitement par embolisation? Alors, pour le diagnostic stricto sensu, les critères que je vous ai donnés sont des critères qu'on a sur la morphologie. C'est vrai que dans l'étude qu'on avait publiée en 2009, c'était une étude en fait qui essayait de voir finalement, parce qu'on se sert quand même du l'utérus comme gold standard de comparaison par exemple pour une masse annexielle, et donc on s'était intéressé finalement, parce qu'on avait ces IRM injectés pour d'autres raisons, au comportement du myomètre interne, et c'est comme ça qu'on avait décrit cette variation en fonction du cycle sur les IRM dynamiques en fait de la perfusion de ce myomètre interne. Après, c'est vrai que sur le diagnostic, on n'en a pas besoin. Mais s'il y a un traitement en fait, qui est envisagé par radiologie interventionnelle, par exemple, en fait, en effet, il faut injecter pour avoir des critères en fait, de perfusion qui puissent aider à savoir si finalement le traitement va être efficace ou pas. Mais ça, je pense que vous en parlerez à la session juste après, de savoir quels sont, si vous utilisez des critères diagnostiques ou pas sur l'imagerie. C'est vrai que nous, très honnêtement, il n'y a pas trop d'indications pour le moment. En fait, c'est une technique qui est émergente. Et c'est vrai qu'on nous demande, on n'injecte quasiment jamais pour l'adénomiose, sauf en cas de diagnostic différentiel. C'est vrai que de temps en temps, on se pose la question justement d'un sarcome ou d'un cancer de l'endomètre, etc. Et là, on va injecter parce qu'on n'est pas sûr en fait qu'on soit devant une adénomiose. J'ai une question pour Pierre-Alexandre. Doit-on faire un diagnostic d'adénomiose sur des pièces d'endométrectomie? A-t-on le droit? Moi, j'ai tendance à le faire de temps en temps. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. Enfin, il n'est pas vraiment recommandé de faire un diagnostic d'adénomiose sur des copeaux d'endométrectomie. Certes, on a du myomètre, mais généralement, on n'est jamais sûr que ça soit bien orienté, bien à plat. Et de fait, cette fameuse distance de 2,5 mm est difficile à mesurer. Habituellement, si je vois ça, un petit doute sur un des copeaux, j'ai tendance à le passer sous silence. Si j'en le vois 2-3 fois, je mets en conclusion potentielle adénomiose.
Et si c'est vraiment étendu, que j'ai l'hyperplasie musculaire lisse autour, un peu nodulaire, je dis très probable adénomiose. Mais je ne l'affirme jamais sur les copeaux d'endométrectomie, peut-être à tort, mais je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise sur pièce sur pièce d'hystérectomie totale. Y a-t-il d'autres questions? Je vais peut-être en poser une pour la première intervention. C'est que vous nous avez présenté donc différents types de mécanismes de l'adénomiose, qui étaient très bien. Donc du coup, si j'ai tout bien compris, l'invasion de l'endomètre avec le MT, la théorie du résidu embryonnaire, les cellules souches, et vous proposez des organoïdes dans votre équipe INSERM. Et ça, pour l'organoïde, c'est quand même pour la thérapie ciblée, vu que le mécanisme a l'air multifactoriel. Est-ce que vous avez une note d'espoir pour ces patientes qui sont quand même à cibler plus la thérapeutique et faire une thérapeutique personnalisée dans l'adénomiose pour demain? Voilà. Oui, alors c'est vrai que la question qu'on s'est posée, nous on est parti sur l'étude de l'endométriose et ça rejoint finalement l'étude de l'adénomiose dans le troisième mécanisme, c'est-à-dire l'adénomiose par atteinte externe. Et puis parce que même si c'est des maladies différentes par le mécanisme, il y a quand même de nombreuses corrélations, et notamment dans le traitement avec finalement l'œstrogénosensibilité et dépendance. Du coup, ces organoïdes nous permettent d'une part de mieux comprendre la maladie sur l'expression des récepteurs aux œstrogènes dans la pathologie, mais également dans l'endomètre ectopique, qui est quand même le point de départ des deux maladies qui peuvent être associées. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui rend vraiment la recherche difficile dans l'étude de ces mécanismes, c'est encore une fois que ce sont deux maladies vraiment multifactorielles. Et vraiment, pour l'étudier, c'est extrêmement complexe d'étudier un des aspects mécanistiques, c'est-à-dire les récepteurs œstrogènes, en dépit de l'immunité, en dépit du microbiote aussi, vous voyez, et puis aussi en dépit des symptômes cliniques, parce qu'est-ce qu'il faut traiter une patiente qui finalement n'est pas symptomatique? Là, c'est la vraie question, vous voyez. Donc c'est vrai que ce modèle d'étude des organoïdes est extrêmement bénéfique pour essayer d'étudier tout en même temps, c'est-à-dire sur un organoïde, on peut étudier l'immunité, les récepteurs œstrogènes. Donc c'est en ça, on espère qu'on va pouvoir avancer sur la compréhension de la mécanistique de ces maladies. Exactement, et la thérapie ciblée, oui. Moi, j'avais encore une question pour vous, Madame Chantla. Vous avez bien insisté sur le fait qu'il ne fallait pas mélanger les deux types de récepteurs, alpha et bêta. Et vous avez aussi montré, sur une de vos dias, que la progestérone jouait un rôle également, une diminution des récepteurs à la progestérone. Or, je ne suis pas clinicien, mais enfin, c'est quand même un des traitements qu'on utilise le plus. Et donc, c'est assez bizarre que ça ait été aussi peu étudié là-dedans. Et de nouveau, qu'on ne dissocie pas les formes alpha et bêta des récepteurs à la progestérone. Encore une fois, c'est vrai que là encore, le domaine de la recherche, j'ai envie de dire, débute dans des modèles un peu moins biaisés aujourd'hui. C'est-à-dire que la littérature a beaucoup été basée sur le petit animal. Et quand on a fait de la recherche chez la femme, on a étudié l'expression des récepteurs aux œstrogènes, et notamment ER-bêta, dans des régions anatomiques qui sont connues pour surexprimer ER-bêta. Donc c'est en ça que c'est de toute façon très intéressant, mais effectivement, ça peut être biaisé parce que, par exemple, dans l'ovaire, il y a une surexpression de R-bêta de base. Donc, c'est vrai que étudier l'endométriose dans l'ovaire, ça va d'emblée être biaisé parce qu'on a cette surexpression de base. Donc, il nous faut vraiment réétudier avec des anticorps validés pour ces deux récepteurs, lequel est le plus exprimé, ce qui rejoint votre première question, pour essayer de trouver des thérapies plus ciblées chez chaque patiente qui, en fonction de la localisation anatomique de l'endométriose, mais aussi en fonction du type de l'adénomiose, va plus ou moins exprimer tel ou tel récepteur. S'ajoute à ça, finalement, l'épigénétique, où il y a un système de méthylation qui est biaisé et qui diminue l'expression du récepteur à la progestérone et qui va nous aider à trouver finalement le traitement le plus adapté, le plus ciblé à chaque patiente, à chaque maladie et surtout à chaque symptôme. Parce qu'encore une fois, j'en profite pour insister, il ne faut pas traiter une patiente asymptomatique ni dans l'adénomiose, ni dans l'endométriose. Ça, c'est extrêmement important. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Alors, moi, j'ai posé une question.
Alors ça va intéresser le radiologue et la lapate. C'est que bon, je travaille dans un centre anticancéreux et le piège pour moi c'est le cancer de l'endomètre. Hein. Et vous savez, l'IRM est quand même très importante pour le stade FIGO au début et la lapate après. Alors quels sont vos critères radiologiques et anapathes pour pouvoir essayer quand même d'orienter et de ne pas surgrader en FIGO en radio et après on a la pâte. Voilà. C'est très important de vraiment faire des séquences fonctionnelles. Pour le coup, dans le cancer de l'endomètre, c'est important, mais là, c'est particulièrement important parce que ce qui va se passer, c'est quand on a de l'adénomiose, il y a une hétérogénéité dans le myomètre, et donc on peut avoir l'impression finalement que le cancer envahit le myomètre alors qu'il ne l'envahit pas. Ce qui se passe, c'est quand on regarde les séquences, notamment de diffusion, en fait, ça reste, en fait, notamment chez la patiente ménopausée, on n'a pas trop de problèmes, parce qu'en priori, on ne doit pas avoir d'hypersignal. Donc, autant chez la patiente en période d'activité génitale, ça peut être compliqué. Donc là, on va se servir de séquences de perfusion. Mais pour les patientes ménopausées, qui sont quand même la majorité des patientes qui ont un cancer de l'endomètre, la diffusion est très bonne dans cette optique-là. Et donc, on a l'hypersignal. Et en fonction de où va l'hypersignal, on peut très bien faire des séquences qui sont complètement les mêmes qu'entre les deux, fusionnées, donc exactement avoir le pourcentage d'invasion au niveau de la cavité myométriale. C'est vrai que quand les patientes sont en période d'activité génitale, on peut avoir des hypersignaux parce que, en fonction de la période du cycle, on a des hypersignaux qui sont un petit peu artefactuels. Et là, c'est important d'avoir une séquence injectée, pas forcément dynamique, parce que ça, pendant très longtemps, ça a traîné. Mais c'était à l'époque où on devait différencier pas du tout envahi, moins de 50, plus de 50. Donc là, maintenant, tout est moins de 50. Donc là, la dynamique, franchement, ça n'a plus trop d'intérêt. Par contre, il faut vraiment avoir une séquence haute résolution à 2 minutes 30, parce que c'est vraiment le moment où on a le meilleur ratio entre le rehaussement du myomètre et le cancer, pour avoir vraiment un contraste négatif qui nous permet de repérer finalement où se situe la lésion. Donc vraiment, il faut injecter et puis faire ces séquences-là, en particulier quand il y a adénomiose, mais aussi myome, c'est valable aussi. Donc toute pathologie utérine bénigne finalement qui vont diminuer la sensibilité, la performance diagnostique de l'IRM pour l'invasion myométriale. Et bien sûr, on ne le fait que pour les types 1, puisque pour les types 2, on est quand même nettement moins inquiet. Alors pour la nymphate, généralement, il n'y a pas trop de problèmes diagnostiques. Il y a 20 à 40% des utérus qu'on enlève pour un cancer de l'endomètre vont avoir de l'adénomiose. Donc ça, c'est fréquemment, je ne sais pas s'il y a bien de statistiques ou c'est juste lié à la fréquence de l'adénomiose. Bref, souvent on a les deux lésions sur la lame, on a le cancer invasif et l'adénomiose. La question, il n'y a pas de problème diagnostique. Mais la question qu'on va se poser, c'est le stade. Parce que fréquemment, le cancer de l'endomètre va coloniser l'adénomiose. Et cette colonisation de l'adénomiose ne doit pas être prise en compte comme de l'infiltration et ne doit pas être prise en compte pour faire le stade TNM-FIGO. Sauf si, à partir d'un foyer colonisé, il y a réinfiltration secondaire du myomètre. À ce moment-là, c'est pris en compte. Donc, l'adénomiose est fréquemment colonisée quand il y a un cancer de l'endomètre et il ne faut pas la prendre en compte pour le stade TNM-FIGO. Parfait. Moi, j'ai encore une question pour vous trois. Donc, la symptomatologie, vous avez dit la plus fréquente, c'est les ménométréragies. Et vous avez dit aussi dans vos trois exposés qu'il y a une association adénomiose, léomyome dans 49, j'ai vu, c'est ça, entre 40 et 60% des cas. Alors, quid de la symptomatologie et quid est-ce que vous avez une idée de ça? On sait que dans les léomyomes, il y a des altérations de biologie moléculaire de type MET12, par exemple. Est-ce qu'on a retrouvé ça? Est-ce que tu as une idée? Vous avez une idée? Juste répondre, moi, pour la partie anapathe, moi j'avais trouvé 80% des utérus pour adénomiose ont une autre pathologie, que ce soit un polype, un myome ou autre chose. Donc c'est toujours difficile de rattacher la symptomatologie forcément à l'adénomiose. Les différentes études qui ont été faites, notamment où on scorait la gravité histologique de l'adénomiose, il n'y a aucune corrélation avec la clinique. Et on peut avoir des adénomioses très limitées avec une grosse symptomatologie et des adénomioses monstrueuses d'un point de vue histologique sans aucune symptomatologie. Donc ça reste un mystère, tout du moins pour l'anapathe, on n'a pas la clé pour ta question. C'est vrai qu'il y a un certain engouement de faire des IRM pour dysménorrhée chez des patients très jeunes. Et c'est vrai que souvent, on ne trouve pas grand-chose. Et il y a, c'est vrai, des adénomioses qu'on découvre et qu'on décrit de plus en plus. Alors, je ne sais pas si on a tort ou raison, parce qu'évidemment, on n'aura pas la preuve anapathe, mais c'est vrai que
on se retrouve en effet plein de fois où on se dit « Ah ouais, il y a une adénomiose, est-ce que c'est ça la cause des dysménorrhées ?» Mais c'est vrai que du coup, on se retrouve un petit peu... Enfin, là, on est dans une période un peu Oui, surtout avec des cut-offs qui varient. Vous avez Exactement. vu 2,5 et puis 5 mm. C'est ça. Et tu l'as très bien dit, Pierre-Alexandre. Et là, je pense qu'il faut être un peu, comment dire, dur sur les prix, quoi. En fait, en pratique, il ne faut pas commencer sous prétexte qu'on a une zone jonctionnelle à 12 et c'est tout, de diagnostiquer une adénomiose chez une jeune fille avec toutes les conséquences potentiellement en termes thérapeutiques que ça peut avoir. Donc la même philosophie finalement que le petit ligament utérosacré épaissi tout isolé, là, enfin, il faut faire très attention aux critères. Je pense que c'est pour ça que moi j'ai insisté sur la notion de combinaison de critères pour en fait finalement avoir une spécificité qui soit un peu plus importante. Y a-t-il encore d'autres questions? Mais on va donc clôturer. Merci beaucoup aux 3 orateurs pour leurs brillants exposés. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup.